Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour la fraîche. La France a gagné. Oui, elle a gagné. Bon, pour moi, elle n'a pas été explosive, même si individuellement, Mbappé il a montré toute la mesure de son talent. Malheureusement, le but qu'il a marqué n'a pas été validé. Mais ils ont eu une très bonne organisation tactique et surtout défensive. Ils ont vraiment, quand tu voyais le jeu, tu voyais comment les deux lignes défensives étaient toujours en place tout au long du match. Et c'est ce qui a rendu difficile. Ça veut dire que l'Allemagne n'a pas bien joué. Non, c'est-à-dire que l'Allemagne a eu en face d'elle une équipe qui était très bien organisée sur le plan tactique. C'est ça la réalité. Ça montre que les joueurs, ce sont de grands joueurs dans la mesure où ils arrivent à respecter tout au long du match les consignes de l'entraîneur. Tu comprends? Et là, je vois que s'ils gardent cette même discipline-là, la difficulté de la France sera de justement marquer des buts à la France. Or, elle a la chance aussi d'avoir des attaquants qui sont explosifs. Tu as Griezmann d'un côté, tu as Mbappé de l'autre et tu as Karim Benzema en pointe. Donc, ils peuvent être solides défensivement et puis, en fonction de ça, jouer sur l'explosivité. Donc, rapidement se porter en avant, en 2-3 passes qui sont déjà devant le but de l'adversaire. Et là, le talent de Griezmann, de Mbappé ou de Karim Benzema aussi peut faire largement la différence comme on a pu le voir hier. Aujourd'hui, on parle d'actualité internationale. Oui, on parle d'actualité internationale. On va parler du sommet de l'OTAN qui s'est achevé hier. Le sommet de l'OTAN s'est déroulé de lundi à mardi, tout juste après le sommet du G7 qui s'est déroulé en Angleterre. Et donc, pour Joe Biden, il s'agissait de la deuxième étape de sa tournée européenne, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où je suis à la radio, là, il doit avoir un entretien en direct avec Vladimir Poutine. Et donc, nous reviendrons sur cette première rencontre en face à face entre le nouveau président américain et son homologue russe vendredi prochain. Alors, ce qui est intéressant donc dans ce sommet de l'OTAN, il est un peu comme celui du G7 qui s'est déroulé à 2 jours, c'est-à-dire que c'est le premier sommet en présentiel, et la deuxième chose, c'est le premier sommet auquel assiste Joe Biden. Donc, Joe Biden garde la même posture que pour le G7, c'est-à-dire qu'il veut réoccuper la place prépondérante que l'Amérique a dans le système de défense que représente l'Organisation pour le traité de l'Atlantique Nord. Et donc, c'est dans ce cadre-là, il faut savoir que l'OTAN avait été boudée durant les 4 années de Donald Trump, qui considérait que c'était une machine dans laquelle les Américains investissaient trop d'argent pour la sécurité d'autres pays. Et donc, pour lui, il était totalement inacceptable que les Américains continuent à assurer la sécurité de leurs alliés. Donc, durant les 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche, il a cessé de fustiger le fait que beaucoup de pays, parce qu'il y a une résolution, il y a une clause du traité qui impose à chaque pays membre de l'OTAN de consacrer au minimum 2% de leur PIB à des dépenses militaires. Or, beaucoup de pays ne respectent pas cette clause-là. Vous avez notamment la France, l'Italie, l'Allemagne, pour ne citer que ceux-là, qui, eux, ne respectent pas cette clause-là. Et donc, ça a toujours agacé Donald Trump quand il était à la Maison-Blanche. Alors, Joe Biden il vient dans une autre posture. Pour lui, c'est un problème qui est certes là, mais ce n'est pas ça qui constitue la principale menace de l'OTAN. Et donc, pour lui, ce sommet-là visait, avec ses partenaires, à faire 2 choses. À définir une position commune au sein de l'OTAN face à 2 pays qui considèrent comme des adversaires, donc à savoir la Russie et la Chine. Et puis, la deuxième chose, il s'agissait de réviser le concept stratégique de l'OTAN, notamment pour la préparer à faire face à de nouvelles alliances, notamment dans l'espace et dans le cyberespace, et évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, à ce qu'ils considèrent comme étant l'entrisme de la Chine en Europe. Et donc, pour ce qui concerne la position commune vis-à-vis de la Russie et de la Chine, on va d'abord voir la position de la Russie. Sur la Russie, il y a véritablement une unanimité dans les positions de l'ensemble des pays membres de l'OTAN et des États-Unis, c'est-à-dire les pays membres européens et leurs alliés américains sur l'attitude à tenir sur la Russie. Parce qu'ils considèrent que la Russie est une menace pour les intérêts et pour la stabilité de ces États. Notamment, les États-Unis ont toujours
toujours en travers de la gorge le rôle présumé que la Russie aurait joué dans les élections américaines de 2016, qui avait permis, selon eux, l'élection de Donald Trump. Ça, c'est de un. Et de deux, régulièrement, les pays occidentaux sont la cible de cyberattaques qui sont imputées pour la plupart à la Russie. Et donc, pour eux, il s'agissait de définir une position pour définir des lignes rouges, si tu veux, en quelque sorte, à la Russie qu'elle ne devrait pas franchir, sous peine de voir, évidemment, des sanctions plus lourdes. Maintenant, de quel type de sanctions, on ne sait pas, mais en tout cas des sanctions plus lourdes que celles à laquelle elle fait face depuis 2014, depuis notamment l'annexion de la Crimée, cette partie qui faisait partie de l'Ukraine, qui a été annexée unilatéralement par la Russie. Et donc, à côté de ça, donc, l'OTAN, et là, ils étaient tous d'accord, il faut rappeler à la Russie qu'il faut qu'elle cesse ces attaques cybernétiques et qu'elle cesse de tenter de déstabiliser les États européens, y compris dans des zones dites des zones d'influence. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Russie, par exemple, est au Venezuela, elle est présente militairement au Venezuela aux côtés du gouvernement dirigé par Nicolas Maduro. Le gouvernement Maduro qui veut être délogé par les autorités américaines depuis de nombreuses années, et le gouvernement vénézuélien tient grâce au soutien financier et militaire de la Russie. Et puis en Afrique, pour la première fois, on a vu les Russes établir une base militaire sur le continent africain, en Centrafrique, dans une zone qui est considérée comme une sphère d'influence de la France, ancienne puissance colonisatrice de ce pays-là. Et donc, le fait que la Russie entre comme ça là, de plein pied dans des zones qui historiquement sont considérées comme étant des zones d'influence d'un pays membre de l'OTAN, en l'occurrence les États-Unis et la France, tout ça fait que, avec l'attitude aussi menaçante de la Russie vis-à-vis de certains pays qui sont considérés comme des alliés éminents de l'OTAN, c'est-à-dire des pays qui cherchent à entrer dans l'OTAN, mais qui ne répondent pas pour le moment à tous les critères, des pays comme l'Ukraine. L'Ukraine veut absolument entrer dans l'Ukraine sous le gouvernement de Volodymyr, l'actuel président, parce qu'ils estiment que l'OTAN serait le meilleur rempart contre la menace russe. Et puis aussi, il y a des petits pays comme la Lituanie qui sont justement à la frontière, même à la lisière même de la Russie, qui, eux, ont totalement tourné le dos à la Russie depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Ils ont adhéré au sein de l'Union européenne et ils souhaitent adhérer également à l'OTAN. Et donc, tout ça fait que, évidemment, il fallait, notamment pour Joe Biden, c'était extrêmement important de rappeler à la Russie qu'elle avait justement des limites dans son action, et c'est le message que va tenter une fois de plus de transmettre face à face Joe Biden à son homologue Vladimir Poutine. Et puis, il y a le deuxième volet qui concerne la position vis-à-vis de la Chine. Et là, il y a une petite nuance, il y a une petite divergence de point de vue entre les États-Unis et les alliés européens. Pourquoi ? Parce que sur le plan économique, les Américains considèrent la Chine comme une menace réelle, dans le sens où elle risque de menacer le positionnement des États-Unis en tant que première puissance économique mondiale. Donc, la Chine ne cesse de s'améliorer sur le plan technologique, sur le plan financier, et elle continue de se doter d'instruments et elle continue de se doter d'infrastructures sur le plan intérieur pour justement essayer d'amener son marché intérieur à pouvoir avoir un niveau de consommation qui est semblable à ce qui est aux États-Unis, afin d'en faire aussi un marché intérieur extrêmement puissant. Ça, c'est de 1. De 2, elle continue d'élargir son influence à travers le projet de la nouvelle route de la soie, dans laquelle, évidemment, elle est traitée et c'est là où le mot entrisme est employé par les Européens, parce que c'est un concept politique qui avait été mis en place par les Russes au début de la Première Guerre mondiale. C'est un concept qui consiste à aller dans une organisation adverse, et à partir de l'intérieur, on va changer, si tu veux, le fonctionnement interne de cette organisation-là pour la dévier de sa ligne d'action initiale. Donc, c'est un peu cette espèce de politique-là que les Européens accusent de la Chine de mener, parce qu'il faut savoir que l'Italie, par exemple, a été le premier pays à adhérer officiellement à ce projet de la nouvelle route de la soie. Et donc, c'est
c'est un projet multilatéral, mais défini par la Chine pour mettre en place des espèces de canaux sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, entre divers pays du monde entier et la Chine. Donc, ils essayent, à travers le projet de la nouvelle route de la soie, de créer un univers dans lequel, évidemment, eux, ils seraient au centre, à l'image si tu veux, du monde capitaliste tel qu'il est actuellement façonné et dans lequel on trouve au centre les États-Unis et les pays d'Europe. Donc, la Chine veut faire exactement la même chose et les États-Unis voient la Chine comme une menace. Mais attention, ils ne veulent pas une confrontation avec elle comme c'était le cas durant la guerre froide avec la Russie. Ils ne veulent pas de ce type de confrontation, ils ne veulent pas une nouvelle guerre froide. Par contre, ils veulent essayer par tous les moyens d'empêcher ce développement de la Chine. Et c'est là où justement les Européens ne sont pas tout à fait d'accord avec les Américains. Pourquoi ? Parce que les Européens n'ont pas exactement la même vision des relations avec la Chine. Les Européens commercent énormément avec la Chine. Les Européens ont énormément, des entreprises européennes ont énormément d'unités de production en Chine, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, la main-d'œuvre est abondante et de plus en plus qualifiée. En Chine, on trouve des ouvriers qui sont de l'industrie textile jusqu'à la conception des satellites, qui est un domaine extrêmement pointu. Donc là-bas, en Chine, ils savent qu'ils peuvent fabriquer des biens de consommation à de très bas coûts. Et donc, pour eux, il est indispensable de maintenir ces relations avec la Chine. De un, de deux aussi, la Chine est un très gros consommateur de produits européens, de produits et de services européens. Et donc, dans l'établissement de leur balance commerciale, les échanges commerciaux avec la Chine sont primordiaux. Et donc, ils ne peuvent pas se passer de la Chine et donc ils ne veulent pas, si tu veux, même s'il y a des divergences de point de vue sur les questions de droits de l'homme concernant, par exemple, les Ouïghours en Chine ou encore les problèmes, les conditions liées aux droits de l'homme, notamment à Hong Kong. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'à imposer des sanctions économiques contre la Chine ou imposer des sanctions contre certains responsables chinois. Non, eux, ils sont pour évidemment continuer à commercer avec la Chine parce que, comme je l'ai dit, la Chine est l'un des... Par exemple, vous prenez un pays comme l'Allemagne, le pays avec lequel l'Allemagne vend le plus de biens à l'étranger, c'est d'abord la Chine, ensuite viennent les États-Unis. Donc, si vous demandez à un pays comme l'Allemagne de durcir ses relations avec la Chine, elle ne pourra pas l'accepter. La même chose pour la France, la même chose pour le Royaume-Uni. Donc, les pays européens ne sont pas dans la même posture et ils savent, sur le plan de la puissance financière, la Chine est au-dessus des pays européens. Donc, ça, c'est quelque chose qui est acté, qu'ils ont totalement intégré dans leur mode de fonctionnement. Et donc, pour eux, ils sont évidemment pour essayer de lutter contre cet entrisme-là, pour essayer de limiter, si tu veux, l'influence de la Chine, notamment dans des pays européens, et notamment ils voient d'un très mauvais œil, on l'a vu aussi sur le plan sanitaire, la diplomatie vaccinale qui a été déployée par la Chine dans le cadre de la lutte contre cette pandémie-là. Et donc tout ça fait que la Chine aujourd'hui ne fait que rétrécir l'espace d'influence des pays européens. On l'a vu notamment on le voit notamment sur le continent africain, où la Chine est devenue depuis de nombreuses années le principal partenaire économique du continent au regard des échanges qui sont régulièrement faits entre la Chine et la plupart des pays africains. Donc ça, c'est une réalité. La Chine réduit la sphère d'influence des pays occidentaux. La Chine devient de plus en plus hégémonique et elle le fait de manière parfois agressive dans certains pays. On le voit par exemple en Centrafrique. Et donc les Européens sont conscients de ça, mais ils savent qu'ils n'ont pas les armes pour pouvoir se confronter de manière frontale à la Chine. Et donc ça, c'est une réalité qu'ils ont intégrée et ils ne voudraient pas suivre totalement le positionnement américain dans cette lutte face à face à la Chine parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, n'ont pas la capacité de le faire. Et donc, c'est là la petite nuance qu'il y a eu. Et puis, pour revenir maintenant sur les derniers points, évidemment, les pays, comme je l'ai dit, tels que la France, l'Italie et l'Allemagne,
ont été rappelées à l'ordre un peu par le secrétaire général de l'OTAN pour qu'elles respectent leurs engagements, notamment en matière de contribution financière et de dépenses militaires, pour les amener à 2% du PIB, ce qu'elles ont accepté de faire. Mais on le sait, si la conjoncture continue, si la conjoncture post-Covid demeure, eh ben, il est clair que cette contribution-là ne va pas être celle qu'elle promet d'être. Et donc, voici en quelque sorte ce que l'on peut retenir de ce sommet de l'OTAN. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, on va être particulièrement attentif à ce que les deux présidents, Joe Biden des États-Unis et Vladimir Poutine, vont se dire aujourd'hui à Genève, parce qu'ils se rencontrent dans un terrain neutre, donc en Suisse, et cela sera l'objet de notre prochaine chronique vendredi prochain. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur l'actualité internationale. On parlait de l'OTAN ce matin dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on fait un tour en musique avec Rema et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.